Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La Castille, à l'origine un simple comté frontalier dépendant de Léon à la base, va gagner en puissance au Xe siècle. Elle se distingue par sa culture militaire, sa position aussi avancée sur la frontière et ses ambitions qui deviennent expansionnistes. À la fois militaire, dynamique et féodale, la Castille attire des colons. Elle s'organise autour de seigneurs puissants. Vous avez Fernán González qui a réussi au Xe siècle à établir l'hérédité carrément du comté, ouvrant la voie à une autonomie grandissante. En 1035, la Castille devient un royaume indépendant, sous Ferdinand Ier, qui est à la fois roi de Léon par mariage, roi de Castille par héritage et conquérant carrément de territoires musulmans. C'est là que naît Rodrigo Diaz de Bivar. La Navarre, royaume basque à l'est, qui connaît un apogée sous Sanche III le Grand qui unifie temporairement une large partie du nord chrétien, la Castille, l'Aragon et le Léon, mais à sa mort en 1035, ces territoires sont divisés entre ses fils, donnant naissance à un nouvel acteur donc, l'Aragon, d'abord modeste, mais destiné à devenir un acteur majeur au siècle suivant. Et puis vous avez les comtés catalans qui sont tournés vers l'Empire carolingien, qui poursuivent une évolution plus autonome, on va dire. Toujours la Catalogne, toujours un peu à part. Le comte de Barcelone qui agit de manière quasi, lui, indépendante vis-à-vis du roi de France dès la fin du Xe siècle. L'unité catalane reste embryonnaire à l'époque du Cid. Donc ces royaumes sont marqués par une sorte, je dirais, de féodalité inachevée. Les grands seigneurs détiennent de larges domaines, ils disposent de leurs propres armées, peuvent s'opposer au pouvoir royal. La fidélité vassalique est souvent pragmatique, fondée sur des intérêts mutuels plus que sur une hiérarchie institutionnelle. Le roi, pour gouverner, doit composer avec les nobles, les églises, etc. C'est pas simple. Cette situation politique se révèle être à la fois une force, évidemment, et une faiblesse, facilitant des alliances temporaires avec des étrangers, y compris des chefs musulmans évidemment, et ouvrant la voie à des guerres privées qui vont ponctuer la scène médiévale. Entre ces deux mondes, le nord chrétien et le sud musulman, s'étend une frontière discontinue, instable, souvent même dépeuplée, qu'on appelle la marca, ou la zone frontière. On a la marche en France, qui va donner marquisa plus tard. On a la même chose chez nous, c'est une bande de terre souvent disputée, vous avez des forteresses qui vont s'élever au sommet de collines, les frontières militaires sont sans cesse redéfinies par des conquêtes, des traités, des abandons, etc. Ça n'arrête pas, les villes changent de main absolument régulièrement, parfois par la force, parfois par négociation. Vous avez des zones comme la vallée de l'Èbre, la Meseta castillane ou la vallée du Tage, qui connaissent des cycles de repeuplement, qu'on appelle la repoblación, où on accorde des privilèges à ceux qui acceptent de s'installer. Dans cette zone, les razzias, alors Algara en castillan, Aseifa en arabe, en fait c'est des incursions militaires rapides, les razzias, restent fréquentes aussi bien du nord vers le sud que l'inverse, du sud vers le nord. Ce sont des formes de guerre de faible intensité, plus économiques que religieuses, qui visent à capturer du bétail, des esclaves ou carrément à imposer un rapport de force. Les sièges, eux, sont plus rares. Ils mobilisent des armées entières, ils visent la conquête territoriale, donc c'est pas du tout un style de razzia. Vous avez les pactes et les traités également, qui sont souvent accompagnés de versements de tribus. Tout ça est monnaie courante, c'est le cas de le dire, ils permettent d'éviter la guerre ou de l'acheter carrément. La frontière est aussi un espace de coexistence et de circulation. Vous avez des marchands, des interprètes, des diplomates et même des hommes de guerre qui passent d'un camp à l'autre, des alliances transversales, chrétiens avec musulmans, contre un autre musulman, ou l'inverse. Tout ça est monnaie courante, vous avez compris. Elle fait du Cid un acteur central, parce qu'il maîtrise parfaitement finalement les codes de cet entre-deux. Il est capable de se battre pour un roi chrétien le lundi, de négocier une alliance avec un prince musulman le jeudi, et de diriger sa propre seigneurie à Valence sans rendre de compte à personne. L'idée d'une reconquête chrétienne, souvent rétrospectivement magnifiée comme une sorte de croisade nationale, n'existe absolument pas comme projet unifié au XIe siècle. Il faut bien avoir ça en tête. Chaque royaume avance selon ses propres intérêts, c'est moi je d'abord, le reste on verra après. La religion, qui joue quand même un rôle important, n'est pas un moteur unique ni dominant. C'est ça qui est très important à comprendre. Il faut faire attention à ce qu'on raconte.
Vraiment, j'insiste là-dessus. Les alliances, encore une fois, entre chrétiens et musulmans sont fréquentes. L'appartenance religieuse n'empêche ni la coopération militaire, ni les échanges économiques. Ce n'est pas une haine du musulman, ce n'est pas une haine du chrétien dans ces combats-là. Effectivement, les rois et les comtes cherchent avant tout à étendre leur autorité, à renforcer leur prestige, à contrôler de nouvelles sources de revenus, qu'ils soient fiscaux, agricoles, tirer des paréas, etc. Ils vont conquérir quand c'est possible, mais ils signent aussi des trêves, des accords, et ils prêtent même, encore une fois, j'insiste, mais vous allez dire, on l'a déjà dit, oui, on l'a déjà dit, mais j'insiste, ils prêtent leur appui à des princes musulmans. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Malgré tout, vous avez quand même une idéologie qui commence à émerger. Les chroniqueurs de Léon, les documents ecclésiastiques qu'on peut retrouver aujourd'hui, parlent déjà d'une restitution de l'Espagne. Ça, c'est important. Restitutio Hispaniae. Mais il s'agit d'un discours de légitimation politique. C'est pas un plan d'action coordonné, on est d'accord. On n'est pas au lancement d'une croisade. Malgré tout, le vocabulaire est en train de se préciser. On parle quand même après restitution, de restauration, de libération des terres, et puis peu à peu, de victoire du Christ sur l'islam. Vous voyez comment ça glisse peu à peu. Les rois, les évêques et les poètes commencent, effectivement, à cette époque-là, à écrire l'histoire en termes de continuité nationale et religieuse. Eh bien, ce discours, qui est encore marginal, prépare tout simplement le terrain idéologique pour les siècles qui vont suivre. Le Cid lui-même, tout pragmatique en fait qu'il soit, sera peu à peu absorbé dans cette construction symbolique. Vous voyez, il y a donc comment je pourrais dire, ce courant culturel, ce courant, on va dire, idéologique plutôt que culturel, ce courant idéologique qui est en train, comme un tapis roulant, vous savez, on ne le voit pas forcément, mais qui avance, et qui petit à petit, pierre qui roule, en fait, amasse mousse, en réalité. Donc, si la frontière n'est pas une ligne idéologique, c'est plutôt une zone de rapport de force. C'est un réalisme politique qui explique la place que va bientôt occuper le Cid. Le Cid, je le répète, c'est un homme de guerre, fidèle mais ambitieux, capable de servir tantôt le roi de Castille, tantôt un émir de Saragosse, tout ça selon les circonstances. Donc, si je résume, le XIe siècle, l'Espagne n'est pas en guerre de religion permanente, c'est une recomposition politique avec des pouvoirs concurrents, des logiques territoriales, des clientélismes, une instabilité chronique. C'est vraiment dans cet entre-deux, entre guerre et négociation, c'est une sorte de drôle de guerre, si vous voulez. On appellerait ça entre légitimité et opportunisme, que naît en fait la trajectoire du Cid, un chevalier issu d'une noblesse de moyenne extraction qui va savoir tirer parti d'un monde ouvert, d'un monde dur, difficile mais plein d'opportunités pour ceux qui savent manier l'épée et le serment. Alors, Rodrigo Diaz de Bivar, donc que la postérité va surnommer le Cid Campeador, c'est d'abord un produit de son temps, je dirais presque un produit marketing de l'époque. Un noble de second rang, issu de la Castille centrale, qui est né vers 1043 dans un monde de lutte féodale, de mobilité guerrière, d'alliances fluctuantes. C'est pas un prince, c'est pas un grand seigneur à l'origine, c'est ce qu'on appelle un infanson, c'est-à-dire un membre d'une noblesse moyenne, lié par la guerre, le service militaire et l'honneur des lignages. Là, c'est important, l'honneur, évidemment, dans la pièce Le Cid, l'honneur est toujours mis en avant, bien sûr, c'est avec l'amour, l'honneur est quelque chose de très important, mais à l'époque, bien sûr, à l'époque féodale, c'est l'un des mots les plus importants, bien sûr, de l'époque. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.